Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire Canal Foot. Ce soir, il sera question bien évidemment de la Ligue 1 avec le CR Belouizdad qui s'empare seul du fauteuil de leader du championnat malgré le match nul concédé face à l'AS Ain Melilla et surtout grâce à la victoire de l'AS Ochlef face au Mouloudia d'Alger. Nous parlerons également de la Ligue 2 et de foot féminin, mais nous évoquerons aussi ce rapport de la DNCG qui parle de 740 milliards de dinars, de centimes plutôt, à peine 10 clubs de la Ligue 1. Et pour finir, nous ferons le point sur ces stades en construction et l'état d'avancement des travaux qui ont été relancés. Tout ça avec nos invités, bien sûr. Et j'aurai le plaisir ce soir d'accueillir Madame Zohra Abdi. Vous êtes sous-directrice des études prospectives et suivie de la consistance au ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame Zohra Abdi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Qu'est-ce que je dois dire? Très bien. Alors, nous aurons également avec nous nos deux consultants, Abdelnour Kawa, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir Madame Adi, et bonsoir à nos amis consultants et journalistes. J'espère que cette émission sera très intéressante à suivre pour nos amis téléspectateurs. Il y a également Monsieur Arbitrage, ça y est, vous êtes très connu pour tout ce qui concerne l'arbitrage chez nous. C'est bien sûr Monsieur Mohamed Youbi. Monsieur Youbi, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir nos fidèles téléspectateurs. Voilà, ce soir, on accueillera notre amie Sarah Delbel dès le début de l'émission. Encore une fois. Alors je compte bonsoir, sur vous pour poser les questions et pour participer à cette émission. Ouais, je serai devant mieux, en tout cas. Je serai très bien assisté. Tant mieux. Très bien. Alors, pour commencer cette émission, je ne sais pas, il y a une information qui est passée comme ça sous silence. Il s'agit bien sûr de la visite de deux représentants de la FIFA qui sont venus en Algérie pour une question de conformité des statuts de la Fédération algérienne de football avec ceux de la Fédération internationale de football. Vous avez entendu parler de cette information, Monsieur Kawa? Oui, effectivement. Bon, je sais qu'il y a des émissaires de la FIFA sont arrivés à Alger il y a de cela 3 jours. Ils ont rencontré le président de la Fédération ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bon, ils parlent de visite de courtoisie, mais ils sont surtout venus pour voir un peu. C'est ce qu'ils font habituellement dans tous les pays du monde. C'est de faire des tournées comme ça pour essayer de voir au niveau des différentes fédérations à travers le monde comment sont articulées leur organisation et surtout être en conformité avec la législation de la FIFA. Très bien, alors nous allons écouter très rapidement l'un des deux représentants, en l'occurrence Madame Sarah Soleiman. Elle parlait de cette visite en Algérie suite à une rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. On l'écoute. C'était une visite de courtoisie pour rencontrer, pour ma part, pour la première fois le ministre du Sport. C'est dans le cadre en fait, de la mission de la FIFA pour harmoniser les statuts de la Fédération algérienne de football. C'est un exercice qui se fait sur l'ensemble du continent africain et on a pu constater une très grande collaboration entre les deux entités, donc la Fédération algérienne de football et puis le ministère du Sport. Donc c'était une réunion très très satisfaisante. Voilà, alors, Monsieur Kawa, on parle, il y a un communiqué de la part de la Fédération algérienne de football qui parle de plusieurs recommandations d'amendement qui ont été décidées lors de cette visite. Mais tout à fait, donc je vous l'ai dit, ça rentre dans le cadre d'une mission qui est pratiquement faite au niveau de tous les pays, principalement dans les pays africains, justement pour voir un peu s'ils sont en conformité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les lois de la FIFA. Donc ça rentre, si vous voulez, on parle de visite de courtoisie, mais c'est surtout pour voir si la fédération est en conformité avec ses lois. Alors, on voulait juste parler de cette visite parce que monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est exprimé après avoir reçu ces deux représentants de la Fédération internationale de football. Alors, il s'est exprimé par rapport à quelques points que nous évoquerons tout à l'heure. Mais avant cela, je voulais justement rebondir sur ce rapport de la DNCG qui parle d'une dette de 740 milliards de centimes de 10 clubs à peine de Ligue 1. Alors, si on parlait des 32 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, franchement... Non, ce qui est certain, c'est que cette commission a été installée justement pour aider un peu dans les clubs dans leur façon de gérer surtout les finances. Oui. Parce que quand vous parlez de 700 et quelques millions de déficit,
ça se rapporte non seulement à 10 clubs, mais mis à part le Paradou, qui n'a pas vraiment de problème réel financier, tous les autres clubs sont pratiquement endettés. Donc c'est à partir de là que, si vous voulez, bon, ça c'est une autre étape, le ministre des Sports va en parler peut-être tout à l'heure, les clubs doivent être gérés comme il se doit. On est à l'ère du professionnalisme. Vous savez, le professionnalisme, ce n'est pas uniquement l'argent. C'est comment investir cet argent. Surtout quand on parle de professionnalisme, on parle de formation, on parle de centre de préparation. Or, mis à part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mis à part le PAC, qui a ses propres installations et qui fait de la formation, tout le reste des clubs, et n'est pas encore, si vous voulez, n'ont pas encore atteint le niveau professionnel exigé par la réglementation. Donc on revient un peu, si vous voulez, c'est surtout ce qui blesse le plus en définitive, c'est surtout les finances. Oui. Quand on voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliards qui partent, comme ça, qui s'évaporent, que ce soit dans les salaires des joueurs, des salaires des staffs, les salaires, et qu'on laisse totalement les jeunes sans aucun apport pratiquement financier, puisque beaucoup ont parlé de ces jeunes catégories qui sont très mal prises en charge, qui n'ont même pas de dotation, leur dotation d'équipement arrive pratiquement en fin de saison. Quand vous allez voir aujourd'hui avec le mauvais temps, quand vous allez voir des jeunes s'entraîner, ils vous font de la peine, hein, parce qu'ils sont là, ils sont avec un petit pull, une short. Bon, quelques clubs leur donnent une dotation, mais la plupart d'entre eux sont très mal pris en charge. Donc c'est surtout pour cela qu'il va falloir revoir un peu toutes les données concernant justement ce professionnalisme, entre guillemets, qui n'existe pratiquement qu'au niveau financier. Oui, mais entre nous, tout le monde savait à peu près ce qui se passait dans notre championnat. Mais disons que cette commission a au moins pour mérite d'avoir révélé l'état des dégâts, hein, parce que l'ampleur de... Oui, elle n'a pas été installée par hasard. Oui. Si elle a été installée, c'est parce que justement, beaucoup de clubs sont pratiquement étouffés financièrement. Oui. Et cette commission a été mise en place pour essayer de les guider dans la manière de gérer leurs finances. Et comme vous l'avez certainement entendu dire par le président de la fédération il y a quelque temps de cela, beaucoup de clubs ne sont pas en conformité avec la réglementation des statuts professionnels. Le président avait même dit à un moment donné qu'il y a même des présidents qui n'ont même pas leur agrément. Ouais. Donc les registres de commerce ne sont même pas au niveau de la fédération. Donc c'est un peu grave. Ça fait 10 ans. C'est la 10e année que nous avons épousé cette forme de gestion. Et à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'insiste parce que c'est un volet très important. Toutes les finances s'évaporent en l'air et on ne fait absolument rien pour essayer d'y remédier. Je pense que, Abdelnour, si vous êtes d'accord, je pense que ça mériterait quand même un dossier. Là, on l'évoque ce soir. Parce que beaucoup aussi critiquent la composante de cette DNCG, hein, et on en reviendra, c'est un problème justement de certains membres qui ne peuvent pas être juges et parties vu qu'ils font partie de la fédération de football et de la Ligue et donc ils ne peuvent pas être complètement indépendants. Cette commission, justement, cette commission n'a pas été créée pour sévir ou pour punir. Oui. C'est pour un accompagnement. C'est justement pour un accompagnement en essayant de donner au maximum les données, des données de gestion quant à leur avenir dans le professionnalisme. Parce que si jamais on suit les déclarations du président, des clubs qui souffrent, qui ont des déficits financiers, dans 2-3 ans, ils auront tendance à disparaître et à redevenir, épouser le statut de club amateur. Oui. Donc on n'en est pas arrivé à ça. Maintenant, il faudrait... C'est un début, parce que rien n'avait été fait avant cette saison. Les clubs étaient gérés à leur manière. Et là, vous allez insister, puisqu'il va y avoir un volet où vous allez parler du ministre des Sports qui a pris certaines décisions. Oui, ça, on va en parler tout à l'heure. Mais je vous l'ai dit, cette commission n'a pas été installée pour punir les clubs. Elle a été installée pour les accompagner, tout simplement. Mais là, quand je lis, aucune SSP, à l'exception d'un seul club, ne s'est acquitté du paiement des cotisations sociales de ses salariés, joueurs, entraîneurs et administrateurs. Ça, c'est un autre domaine. Parce qu'il y a non seulement les cotisations sociales... Sans parler de l'IRG. Hein, justement, en parlant des cotisations sociales, on parle de la CNAS, et surtout... Pardon ? Des impôts. Et surtout de l'IRG. Oui. Quand on voit qu'il y a des joueurs qui touchent des centaines de millions et qui ne payent pas, c'est pas normal.
Alors qu'un petit employé dans une société, on lui retient ça à la source. Donc il y a toute cette forme de gestion qui est à revoir. Alors l'une des pistes qui est proposée, hein, ça nous replonge un peu dans la fin des années 70, moi ça me rappelle un peu la réforme de 77, c'est que ces clubs-là soient accompagnés par des entreprises. Alors, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports s'exprime à propos de ça. Le projet suit son cours. Nous avons vu que des entreprises ont déjà commencé à accompagner certains clubs, tels que l'USM Alger, l'ASM Oran et la JSM Béjaïa. Il y en aura certainement d'autres, car comme je l'ai déjà dit, le programme suit son cours, car il ne faut pas oublier qu'il y a des mesures administratives qui doivent être prises au niveau des entreprises elles-mêmes, au niveau de leurs assemblées générales notamment. C'est une question de gestion et ce genre de questions demande du temps. Mais les mesures ont été prises au plus haut niveau, au niveau du gouvernement donc. Mais il faut savoir que ces mesures, et il est utile de le rappeler, doivent se faire en partenariat avec la Fédération algérienne de football, car il n'est pas dans nos prérogatives d'interférer dans le travail des fédérations. Et le dernier mot revient donc à la FAF dans ce dossier. Voilà, donc comme le disait Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, le dernier mot revient à la Fédération algérienne de football. Tout à fait, tout à fait. C'est la Fédération algérienne de football qui gère les clubs. Maintenant, vous m'avez parlé de la réforme, ce n'est pas du tout le même système. Oui. Alors justement, pour les jeunes d'aujourd'hui, on entend parler souvent de cette réforme. Vous qui l'avez vécu à Abdelnour Kawa, c'est quoi, sommairement, cette réforme de 77 pour être bref, et quels sont les points positifs et négatifs de cette réforme Les points positifs de cette réforme, c'est que nous avons été pris en charge par des sociétés nationales. Le Mouloudia a été pris par Sonatrach. Bon, je ne vais pas citer d'autres clubs, je parle en ce qui me concerne en tant qu'athlète à l'époque. On avait été pris en charge par la Sonatrach, donc on avait une garantie de salaire et on était détaché au football. Donc on était payé par les sociétés pour jouer au football. Il n'y avait pas l'argent qui existe aujourd'hui. Donc on était, si vous voulez, c'est un peu le système des pays de l'Est. On était semi-professionnel, c'est-à-dire on était employé dans une société détachée au football et on ne faisait que le football. Oui. Donc c'était un avantage et puis on nous garantissait, l'après-football était garanti puisque chaque athlète qui arrêtait sa carrière était versé soit dans les différentes directions, structures de la société où il épousait le métier d'entraîneur. Moi personnellement j'avais épousé le métier d'entraîneur, mais c'était une garantie, donc le joueur était plus ou moins, ne se faisait pas trop de billes quant à son avenir. Oui. Il y avait un minimum qui était garanti. Aujourd'hui, non, le professionnalisme... Il pouvait se consacrer juste à la pratique. Le professionnalisme, c'est tout à fait autre chose. Le professionnalisme, c'est vrai que maintenant, la durée de vie d'un joueur, quand on voit en moyenne, c'est 10 à 12 ans. Dans le professionnalisme, c'est vrai qu'ils se font de l'argent. Ils se font beaucoup d'argent même aujourd'hui. Mais sous quelle base ? Moi, c'est la question que je me pose. Ouais. Parce qu'il y a certaines sociétés qui avaient abusé, certains clubs, certains présidents avaient abusé, si vous voulez, des différentes primes de signature. Quand on voit qu'il y a des joueurs qui touchent 3 millions et 3 500 000 dinars, maintenant même le ministre en a parlé, si ces clubs-là doivent être pris en charge par des sociétés nationales, les choses vont être différentes. On peut pas, donc il faut revoir un peu. Ça dépend sous quelle forme ces clubs-là vont être pris en charge par les sociétés. Si c'est sous forme de sponsoring ou sous forme, si vous voulez, de société qui a un capital et qui est actionnaire majoritaire dans cette forme de gestion. Donc ça, il faut attendre un peu pour voir quelle va être la gestion définitive de ces clubs-là. Ouais. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que des clubs sont en train de s'endetter. Et ça va aller de mal en pis, d'année en année, l'endettement s'accumule et ils vont arriver à un moment donné, il va y avoir une asphyxie. La seule alternative qu'ils auront à ce moment-là, c'est de déposer leur bilan. Ouais. Donc ne pas arriver à ça. En tout cas, on a vu certaines expériences qui ont beaucoup nui au football national et au sport d'une manière générale. En tout cas, on dit que le foot et le sport d'une manière générale et l'argent ne font pas vraiment bon ménage. Et pour éviter que ce schéma-là se reproduise, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, s'exprime justement par rapport à ça. Ces entreprises qui vont venir ne viendront pas pour injecter de l'argent qui sera dépensé d'une façon anarchique, comme cela se faisait dans le passé.
Il est temps, je pense, de faire une évaluation du professionnalisme qui est pratiqué dans sa première phase. Il y a sans nul doute des choses positives, mais il y a aussi des aspects négatifs. Nous devons faire en sorte que ces points négatifs disparaissent et redeviennent des atouts. Ce qui nous intéresse, surtout en tant que responsable du secteur, c'est bien sûr la formation qui servira certainement notre sport. N'oublions pas que l'Algérie est un pays jeune, il est donc indispensable de penser à former nos jeunes et nos enfants pour leur permettre de devenir les champions de demain. La formation est donc une obligation, j'ai envie de dire, pour nos clubs et nos fédérations, ce sur quoi nous insistons toujours. Alors, Monsieur le ministre parlait de la formation, et c'est très important, mais on a tellement entendu ce discours, à chaque fois on nous parle de formation et on ne voit rien venir. Qu'est-ce qui pourrait nous garantir que cette fois-ci, il sera réellement question de faire bon usage de cet argent-là? Il n'y a pas que l'argent, il y a la volonté aussi de faire des choses. Un président ou un président du conseil d'administration ainsi que les membres du conseil d'administration doivent prendre des décisions dans ce sens. Un club professionnel, si on voit un peu les statuts d'un club professionnel, il y a d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base du travail, ce sont les infrastructures. Donc avoir sa propre infrastructure pour pouvoir développer un peu la formation. Et puis surtout, chose qui actuellement en Algérie, nous souffrons énormément, nous n'avons pas d'entraîneurs formateurs. Ce sont des spécialités, tout comme maintenant préparateur physique, tout comme un entraîneur. Donc on doit également former. Maintenant, jusqu'à quand? Parce que comme vous l'avez dit, depuis des années, on parle de ça et rien n'a été fait. Maintenant, on est arrivé à un tournant où il faut prendre des décisions parce qu'on ne peut pas continuer à travailler de la sorte. Après 10 ans, c'est ce qui a été fait. Je pense qu'après 10 ans, c'est la 10e année de professionnalisme, la fédération a pris le taureau par les cornes pour inciter aujourd'hui les clubs à pouvoir travailler davantage dans le bon sens. Pas uniquement, il y a quelques joueurs qui sont sur le marché algérien et tous les clubs se disputent à qui donne le plus. Donc quand on voit un peu, si vous voulez, la formation du Paradou, ils ont des joueurs qu'ils ont transférés dans des pays en Europe, principalement en France, où ils ont fait des rentrées d'argent. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'autres clubs qui l'ont fait, mis à part peut-être... il y a eu 1 ou 2 joueurs. Bon, après, ça reste des exceptions. Absolument, ça reste des exceptions. Mais il faudrait qu'on arrive à un jour où le club va pouvoir non seulement l'apport financier que les sociétés vont prendre en charge, mais c'est surtout se débrouiller dans la formation et puis surtout trouver des formes de sponsoring. Parce que là, on est en train de faire que dépenser sans aucune rentrée. Donc voilà, c'est un peu grosso modo, c'est ce qui... Très honnêtement, moi j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'on était vraiment prêt pour le professionnalisme lorsqu'on a lancé cette... Ce n'est pas qu'il fallait être prêt, ce sont des directives de la FIFA. Tous les pays à travers le monde, tous les pays affiliés à la FIFA devaient avoir un championnat professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2. Et ça s'est appliqué il y a en 2010, et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs fois le président de la fédération en a parlé, quand on voit qu'il y a des clubs qui ne sont même pas en conformité avec les statuts d'un club professionnel, je me demande pourquoi on leur garde ce statut. À part les salaires astronomiques des joueurs, on n'a rien vu de ce professionnalisme en fin de compte. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Le professionnalisme aujourd'hui, c'est les finances. Si on résout le problème du professionnalisme par les finances, on ne va pas aller loin. En tout cas, c'est un dossier qui mériterait d'être traité. Absolument, qui mériterait d'être traité avec bien sûr les parties concernées, à savoir la Fédération algérienne de football en premier lieu. Voilà. J'aimerais bien poser une question à M. Kawa. Donc, est-ce que vous pensez que cette DNCG est la solution pour ces clubs déficitaires? On sait bien qu'on a 31 clubs sur l'ensemble des 32 endettés. Donc, est-ce que cette DNCG est la solution? La DNCG, je vous l'ai dit, est une direction qui a été créée pour essayer d'accompagner les clubs et de leur donner les possibilités d'une meilleure gestion. Mais ils ne sont pas là pour sanctionner. Ils sont là uniquement pour accompagner. Maintenant, c'est au club de revoir un peu leur mode de gestion. Et surtout, on revient toujours, le bas qui blesse le plus, ce sont les finances. Mais M. Kawa, cette commission est là pour contrôler
La gestion du club. Donc quand on contrôle, Pas contrôle. ça s'appelle direction nationale du contrôle et de la gestion du club. Mais ils n'ont pas un pouvoir de décision quant à sanctionner tel ou tel club. Ils sont là pour l'accompagnement. D'ailleurs, M. Abdouche était invité à cette émission et il avait bien expliqué quel était le rôle de cette commission. Oui. Pardon Halim, même si c'est pour accompagner seulement, est-ce une solution pour ces clubs? Non, la solution, c'est pas la fédération qui va la donner. C'est aux clubs de trouver leur propre solution. Parce que là, quand on voit, depuis tout à l'heure, on est pratiquement en train de tourner en rond parce qu'on parle de finances. Un club sans finances devient un club amateur. C'est clair, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Et puis, comme je l'avais dit, tant que les parties concernées ne sont pas là, on ne pourra pas vraiment en débattre. On va maintenant attaquer la Ligue 1. Donc, juste le jingle et on revient juste après. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, le CRB s'empare seul du fauteuil de leader du championnat de Ligue 1, après, malgré son match nul, concédé face à la l'AS Ain Lila, et puis il y a la défaite, une deuxième défaite du Mouloudia, face justement à l'AS Ochlef. Abdenour Kawa, qu'est-ce que vous retenez de cette journée globalement? Globalement, c'est qu'il y a eu 3 victoires à domicile, 4 nuls. Bon, en attendant le match le CRB a raté le coche en définitive. Bon, mais au vu du match, je crois que le nul, c'est vrai qu'ils ont dominé, ils ont eu pas trop d'occasions. Mais le nul était quand même assez satisfaisant puisque j'avais suivi à la fin du match, les supporters avaient applaudi leur équipe. Donc c'est dommage, pour eux bien sûr, qu'ils n'aient pas eu les 3 points. Bon, maintenant ils ont 1 point d'avance sur le Mouloudia et le prochain match, ça va être Mouloudia-CRB. On verra qui prendra la tête du classement. Mais le Mouloudia a joué à Chlef. Ils ont perdu le match, mais je pense que l'entraîneur avait fait reposer quelques joueurs en prévision justement du match prochain contre le CRB. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, on verra. On aura l'occasion d'en parler après le match. Vu justement les images du match. Donc on va commencer par le leader, le CR Belouizdad, qui affrontait justement l'AS Ain Lila. C'est un match commenté, puisque c'était un match télévisé, match commenté par Toufiq Derbel. الكرة أمام خالي يأتي اللاعب المساعدة التسديد والهدف الأول لصالح أمل عين مليلة. هدف مخادع للأمل عين مليلة اليوم في هذه اللحظات بعد مرور 10 أو 9 دقائق. لعبة جيدة انطلاقة من اللاعب ضحك مروان، ثم تمريرة رائعة باليسرى لم يكن ينتظر حتى الدفاع شباب بلوزداد. شوف تمريرة طبعا كانت ذكية جدا، ثم الحارس يشارك ولكن حذاري من هذه الكرة. كاد الحارس بولطيف أن يرتكب خطأ فادحا أمام اللاعب سعيود، كاد أن يخادع بولطيف والكل بهذه الكرة. تسديدة لكنها مرت جانبية عن القائم الأيسر. التسديدة باليسرى رائعة، أكثر من رائعة هذه التسديدة لنساق. شوف مرة أخرى باليسرى دائرية بالخارج الرجل، أروع ما يكون. هذا ريفي ثاني، ربما الهدف الثاني، لكن الكرة جانبية طويلة عالية، الرأسية كداد لكن مباشرة إلى رجل طيايبة الذي كاد أن يفعلها بالهدف الثاني. لولا كورتو كانت جانبية، مرت جانبية. الرد من شباب بلوزداد، الهجومات المعاكسة تنفذ الكرة، ثم تدخل سي عمار، مازال الخطأ. جرار والعارضة الأفقية، كرة جرار الرائعة القوية الدائرية إلى كداد، التسديد من كداد جانبية، هل لمست أحد اللاعبين؟ لا. عيد فريق الشباب التنفيذ ناحية الرؤوس، هدف التعادل من اللاعب الأحول. الشوط الثاني هاي الكرة مباشرة إلى رأس خالي والهدف، هدف التعادل رائع
رائع جدا. دائريه بيسرى للساق شمس الدين ناحيه خالد. Voilà, le CRB qui revient de loin. Moi, Abdelnour Kawa, je me souviens, il y a de cela quelques journées déjà, vous nous aviez parlé de l'AS Ain Melilla et vous nous aviez dit que c'est une équipe qui va étonner plus d'un en tout cas. Oui, j'avais dit que ça va être une équipe très difficile à jouer, surtout avec les grosses cylindrées telles que le CRB, le Mouloudia. Alors la preuve, le premier match de la saison, ils avaient joué au 5 juillet contre le Mouloudia, ils avaient fait match nul 0-0. Là, contre le CRB, ils font 1-1. C'est vrai que le CRB a dominé, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais Ain Melilla reste toujours une équipe difficile à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et pourtant, les joueurs avaient fait grève pour 2 ou 3 jours sur un problème d'argent justement. Ils n'ont pas perçu leur salaire. Mais ils ont quand même pu arracher ce match nul au 20 août. Vous savez, quand on a la volonté, c'est vrai qu'ils avaient fait grève 3 ou 4 jours, il me semble. Et quand on a la volonté de jouer, on oublie un peu tous les soucis d'argent. Si jamais on se retrouve sur un terrain, c'est qu'on a envie de jouer. Et la preuve, de toutes les façons, Ain Melilla, depuis qu'ils sont montés dans les années 70, a toujours été une équipe très difficile à jouer. Donc ils continuent. Bon, ils vont peut-être pas être champions d'Algérie, mais ils vont déranger beaucoup de clubs. Le CRB qui arrache le match. Le CRB, ça fait 3 matchs. Mais le CRB, justement, est-ce qu'il n'y a pas une baisse de régime? On peut parler de baisse de régime, oui, puisque les 3 derniers matchs qu'ils jouent au 20 août... Qu'est-ce qui explique ça? Avec Sétif, il a fallu attendre la dernière minute. Et c'est un défenseur qui marque contre 5 ans. Tout à fait. Avec Schleff, 0-0, 1-0, il a fallu un exploit de Sayoud pour gagner le match. Et aujourd'hui, il souffre 1-1. Bon. J'espère qu'ils vont se reprendre. Bon, il y a le derby, il y a le big match CRB Mouloudia. On verra qui aura la suprématie dans ce match. C'est un match qu'on suivra de très près en tout cas. Alors notre ami Djamel Boukercha a choisi de nous résumer 3 matchs. Il s'agit bien sûr du Mouloudia, puisqu'il était co-leader et qui perd ce fauteuil justement de leader du championnat. Donc ASO MCA, JS Kabylie contre la JS Saoura. Et puis le Paradou Athletic Club face à l'ES Sétif. Djamel Boukercha. L'AS Schleuf, sur son terrain fétiche, Mohamed Boumezrag accueille le leader, le Mouloudia d'Alger. Objectif des Chilifiens, accrocher à leur tableau de chasse une grosse cylindrée de la Ligue 1 qui a pour nom le MCA. Le début de la partie a été à l'avantage des visiteurs qui vont rater coup sur coup 2 occasions d'ouvrir la marque par Ben Aldia et Wartani. Une fois l'orage dissipé, les hommes de Samir Zawi vont reprendre du poil de la bête pour aller secouer les filets du gardien de but Toual grâce à Boussaïd à la 21e minute de jeu. Les changements apportés en seconde période par l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Ben Kazoni, vont être payants puisqu'à la 62e minute de jeu, Frioui, qui récupère une balle relâchée par le gardien de but Sahnoun, égalise pour le MCA. Bourdim à la 75e minute de jeu pour cumul de cartons est exclu du côté du Mouloudia d'Alger. Il y a eu en fin de partie un cafouillage monstre dans la surface du MCA. Un ballon qui ricoche sur la main d'un défenseur et l'arbitre, M. Aïtamal, siffle un penalty pour l'AS Schleuf qui réussit à marquer Belhamla à la 84e minute de jeu. C'est sur cette victoire de 2-1 que Schleuf l'emporte devant le MC Alger. C'est sous des trompes d'eau que s'est jouée la rencontre jeunesse sportive de Kabylie, jeunesse de Saoura, à huis clos au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, des Canaries qui ont dominé de la tête et des épaules toute cette première mi-temps et qui vont la seconde également y aller harceler les gardiens de but Saïdi. Une équipe de la JS Saoura, grâce à son gardien de but, a pu arracher un nul mérité à Tizi Ouzou. Un point de prix hors de ses bases est un point de gagné pour la JS Saoura. Le Paradou Athletic Club qui accueille l'Entente de Sétif au stade Omar Hamadi, un match à 6 points en quelque sorte, puisque la Lanterne Rouge, le Paradou Athletic Club, compte 7 points et le S Sétif est 11e avec 10 points. Un match que nous n'avons pas pu filmer dans de très bonnes conditions, puisque nous n'avons pas pu avoir le but sur penalty marqué par Ardouani pour l'Entente de Sétif, une équipe du Paradou qui va essayer de revenir dans cette partie pour y aller chercher l'égalisation. Il a fallu attendre la fin de la rencontre à la 85e minute de jeu pour voir le remplaçant du Paradou, Messiad, mettre une balle en pleine lucarne dans la cage de Khdaïria. Score final, 1 but partout.
Très joli but. Madame Adizora, vous ne vous ennuyez pas trop? Vous suivez un peu le football national? Non, ça va. Oui, le football national et puis bon, l'équipe nationale, comme tout le monde, surtout depuis son sacre à la Coupe d'Afrique. Donc voilà, sinon, moi je suis un peu l'équipe du NED. Ah d'accord. Voilà. Donc, qui est en ce moment... qui a quand même des problèmes en ce moment. Oui, bien et sûr. j'espère qu'elle se ressaisira, puisque c'est une école de football. Hein, oui, bien sûr. Ça reste quand même une école. Alors, on va commencer par, je pense, le Mouloudia, qui perd sa place de leader, de co-leader avec le CRB Abdelnour. Oui, d'abord que l'entraîneur du Mouloudia, je vous l'ai dit tout à l'heure, a fait reposer quelques joueurs en prévision du match contre le CRB. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Il faudrait attendre le match du CRB pour voir s'il a eu raison de le faire. Oui. Mais moi, je pense qu'il fallait jouer le match à 100% parce qu'une victoire, on ne s'attendait pas. On s'est dit que le CRB va faire une bouchée de l'ASO, mais de Haïm Lila, mais finalement, ça a été un match très difficile pour le CRB. Le Mouloudia aurait pu rester collé puisqu'ils avaient joué à l'extérieur. Avec un nul, il serait ex aequo. Et là, dans le derby, peu importe le résultat. Bon, maintenant, il faut attendre le prochain match pour voir si les joueurs du Mouloudia qui étaient au repos vont pouvoir donner un plus dans ce match. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, hein, Abdelnour, puisque nous avions vu justement l'ASO Schleff face au CRB. Et nous avions constaté que c'était une équipe quand même qui est en bonne santé. Oui, c'est une équipe qui est en bonne santé, mais qui a un problème devant. Oui. C'est une équipe qui est très bien organisée défensivement, qui se défend très bien, mais ils avaient quelques difficultés puisque depuis le début du championnat jusqu'au match du Mouloudia, ils n'avaient marqué que 3 buts. Mais maintenant, ça leur fait 5 buts après 11 matchs. Donc c'est peu. Et c'est vrai que quand on voit un peu les chiffres, ils ont la meilleure défense avec le CRB. Ouais. Donc voilà, mais là, j'espère qu'ils vont aller de mieux en mieux parce que Schleff également a quand même donné de grands joueurs au football algérien, tout comme le NAD d'ailleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que cette année, il n'y a que 2 clubs qui descendent. Donc ça va se jouer très difficilement sur le bas du tableau, puisque qu'est-ce qu'on est en train de voir du NAD, de Schleff, de l'Entente, Magra, et un peu, bon, le PAC a quand même 2 matchs de retard par rapport aux autres équipes. Donc attendons déjà la fin des matchs allés pour pouvoir faire un classement exhaustif. Et là, à partir de là, on pourrait éventuellement se projeter pour les matchs retour. Alors, très rapidement, pour l'autre match, puisque c'était un match qui s'est soldé sur un nul 0 partout, la JSK qui cale et qui ne confirme pas le résultat après la victoire 3-0 contre le Mouloudia. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été sanctionnés puisqu'ils ont joué à huis clos. Et la JSK, quand on joue, vous savez, des grands clubs comme ça, qui sont habitués à avoir un stade pratiquement plein à chaque fois à Tizi Ouzou, jouer sans spectateurs, c'est quand même assez punitif. Donc, je crois que c'est leur dernier match. À partir du prochain match, quand ils vont recevoir Tizi Ouzou avec leurs supporters, j'espère qu'ils iront mieux. Puis la JS Saoula qui se porte plutôt bien. Hein. Bon, la JS Saoula, heureusement qu'ils ont fait match nul. Oui. Parce que là, la situation commençait à être un peu délicate pour l'entraîneur, puisqu'il avait parlé à un moment donné qu'il était en sursis. Oui. Bon, le Saoura, depuis qu'ils ont accédé en Division 1, ont toujours joué les premiers rôles. Ils ont toujours été classés entre les 4e, 5e maximum. Donc ils ne veulent pas déroger, si vous voulez, aux saisons précédentes. Et j'espère également qu'ils vont se ressaisir. Et n'oubliez pas qu'ils ont pratiquement modifié toute leur équipe. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Bon, il reste quelques cadres. Et il faudrait qu'ils arrivent à retrouver un peu le rythme de jeu et surtout avoir cumulé de bons résultats. Dernier match, le Paradou face à Steph. Le Paradou on l'avait dit les semaines précédentes. Oui. Pour moi, il y a 2 Paradous. Il y a le Paradou africain et puis il y a le Paradou du championnat national. Ouais. Bon, bien qu'ils aient encore 2 matchs de retard, éventuellement, s'ils arrivent à les gagner, ils seront mieux classés. Certainement. Mais ça reste quand même une équipe dans le championnat qui est en train de se rechercher, puisque la majorité sont des jeunes qui viennent d'accéder, si vous voulez, dans ce championnat.
6 ou 7 joueurs n'ont jamais joué le championnat de Division 1. Ils se retrouvent lancés dans le bain, bon, avec les départs qu'il y a eu, mais je pense que le Paradou va s'en sortir parce que c'est une école et l'année passée, ils étaient dans la même situation. Hein. Ils étaient pratiquement derniers, ils ont réussi à regrimper, à gagner des places. Donc souhaitons-nous qu'ils aient encore un meilleur parcours. Très bien. Alors l'autre match qu'on a eu, peut-être des cas d'arbitrage, M. Youbi? Oui, Halim, pour le premier match qui est le CRB Lassami Melilla, c'est l'international M. Rourbel Mustafa qui a animé les débats de cette confrontation, assisté de M. Etiali et Arraf. Le quatrième arbitre, c'est M. Bouslimani. On avait 2 buts justes. Nous avons... J'ai visionné également lors des émissions de l'INTV d'hier, donc il y a une contestation concernant un penalty. Donc en réalité, il n'y a pas eu de penalty, donc parce qu'il demande une demande de main, il demande une faute de main à l'intérieur de la surface de réparation, alors que la main était dans une position naturelle, n'est pas, elle est collée au corps, donc le joueur n'a pas agrandi le corps, donc la décision de l'arbitre était juste. C'était juste, d'accord. Sinon oui, le deuxième match, c'était le Chlef et le Mouloudia d'Alger. Il n'y a pas eu de... Si, on a des... nous avons un but refusé pour hors-jeu, nous avons expulsion, nous avons un pénalty sifflé pour l'ASO. Donc tout ça, je veux bien en parler, mais les images peut-être... Oui. On n'a pas d'image, donc sans image, très bien. Comment voulez-vous que j'explique ou bien j'enchaîne comme ça? Très bien, M. Youbi, on l'a compris. On passe à un autre match qu'on a eu la chance de voir sur notre écran. C'est l'USM Bel Abbas face au Cap Borj Bouaririj, un match qui était commenté par notre ami Erdouan Bendali, accompagné d'Ahmed Laribi. L'envoi a été donné à l'instant même par M. Bekwassa avec sur le ballon le CS Constantine qui essaie de se mettre dans le sens vertical pour jouer devant. Le CS Constantine qui repart, attention, avec ce ballon très bien mené, c'est dans l'axe. Il va essayer de tirer, mais c'était largement à côté. Il a tenté parce qu'il a vu qu'il y avait un trou dans cette défense. Ouais. Attention, cette action pour le CS Constantine, un tir de loin. Et le gardien belle parade du gardien qui a mis en corner. Et le CS Constantine qui repart à l'attaque avec Abid qui a le ballon, il écarte là-bas pour Ben Ayada. Un centre, Abid contrôle, les premiers buts. Abid contrôle, enchaînement et premier but pour le CS Constantine. Et le CS Constantine qui repart à l'attaque avec Abid qui a le ballon, il écarte là-bas pour Ben Ayada. Un centre, Abid contrôle, les premiers buts. Abid contrôle, enchaînement et premier but pour le CS Constantine. Il a contrôlé en demi-volée, le ballon était. Regardez, il contrôle, il enchaîne et il frappe. Et il frappe avec l'intérieur du pied. Et sur un centre de Belkacemi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord un contrôle orienté dans le sens des buts. Ça lui a facilité la tâche. Et puis par la suite, il finit le boulot. Ça revient dans les pieds du joueur de Bel Abbas avec Rarbi qui a le ballon, qui écarte sur Bouda à gauche. Bouda qui va feinter, qui va frapper, qui donne là-bas au deuxième poteau. Ouh là 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 là. Ils sont à 3 contre 1. 3 contre 1. Les joueurs de Bel Abbas. Le centre retrait, le but. Égalisation. Qu'est-ce qu'on disait? Aïchi qui égalise pour l'USM Bel Abbas à la 70e minute de jeu. Ils étaient partis à 3 contre 1. Ouais, 3 contre 1. Et puis ça a été une attaque rapide ramenée par les joueurs de l'USMBA. Bien joué de la part de Bellebna c'est lui qui a centré. Non, c'est Bogotaya. C'est le passeur. C'est Bogotaya, celui qui est rentré en deuxième mi-temps. Bon, alors qu'il y a autre possibilité à faire, aller vers l'avant et marquer un deuxième. Une attaque encore de l'USM Bel Abbas avec cette bonne balle. Et deuxième but pour l'USM Bel Abbas. Et deuxième but Belhoussini. Signé Belhoussini, mais quel renversement de situation dans ce match. Devant une défense du CS Constantine complètement
statique. Une balle en or, cette talonnade pour Belhoussini. Regardez comment que ça a été construit. Ce ballon encore, Bouketaya qui est passeur. Oui, Bouketaya, c'est bien. Je suis très content pour ce joueur parce qu'il est vraiment prometteur. Et puis c'est ça le football. Vous pouvez passer d'un truc où vous menez au score. Et là, personne n'aurait dit que l'USMBA allait égaliser et marquer un deuxième. Ah oui, au vu de la première mi-temps, c'était vraiment impossible. On n'aurait jamais parié sur ça. Hein. Voilà, c'est fini. Monsieur Bokouassé qui siffle la fin de la partie. Victoire de l'USMBA. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agissait bien sûr de l'USMBA face au CS Constantine. Abdelnour. Sur le résumé qu'il y a eu, Ardouane Bendali et Ahmed Alibi ont très bien schématisé un peu le match. Oui. Le CSC avait très bien débuté la première mi-temps, mais ils ont marqué un but dans les 20 premières minutes. En deuxième mi-temps, je crois qu'il y a eu un bon coaching de l'entraîneur, puisqu'il a fait rentrer Bouketaya, et Bouketaya a pratiquement renversé le jeu. C'est sur 2 passes de Bouketaya que le Belabès a réussi à marquer ses 2 buts. Au début, à la fin de la première mi-temps, on s'est dit, bon, tout ce qu'il peut y avoir, c'est peut-être un match nul. Et là, il y a eu un renversement de situation. Belabès ramène les 3 points, ils en avaient besoin. Très bien. Alors, on va enchaîner. Hein. Il y a un autre match qui s'est disputé justement cette journée. C'est le NC Magra et Cap Borj Barich, puisque je parlais du Cap tout à l'heure. NC Magra, Cap. Bon, Kaba, match nul. Ça n'arrange pas du tout les 2 équipes. Oui. Magra qui est à la traîne. Magra, oui. Ouais, mais Magra, on l'a dit déjà depuis le début de saison. Hein. Ils n'ont pas de terrain, ils ont des problèmes financiers. Les joueurs étaient plus ou moins en grève à un moment donné. Changement d'entraîneur. Donc tout ça, ils font 30 matchs à l'extérieur, puisque leur terrain ne sera jamais prêt d'ici la fin les matchs retour. Donc c'est 30 matchs à l'extérieur, et quand on joue à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de supporters qui se déplacent. Moi je me demande d'ailleurs pourquoi leur terrain n'avait pas été homologué, puisque c'est un terrain qui a une contenance de 8000 places, 6 à 8000 places. Je pense que, bon, ça c'est un peu, si vous voulez, la Ligue, c'est le problème de la Ligue nationale. Mais ils ont été pratiquement pénalisés par rapport, ils viennent d'accéder. Logiquement, ils auraient dû recevoir chez eux. Bon, ils font les déplacements, ils sont en train de payer un peu, si vous voulez, les pots cassés de cette saison. Oui, mais même si on voit le nombre de points qu'ils ont, ils sont à 9 points. Pas très loin de l'ES Sétif, de l'AS Ochlev, du Nasser Hussein-Dey et tout. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore condamnés. Hein. Il faut attendre pratiquement la 25, 21, la décantation, 25. Justement, la décantation, il va falloir attendre beaucoup pour qu'elle se fasse. La décantation au niveau de la D2 est beaucoup plus crue. Oui. Là, en D1, c'est vrai qu'il y a... Très serré. C'est très serré. Donc, il faut attendre d'abord la fin des matchs allés pour pouvoir déjà donner... essayer de se projeter sur la phase retour, voir quels sont les clubs qui peuvent se ressaisir, parce qu'il y a beaucoup de clubs, des clubs qui débutent très mal la saison. Pendant les 7-8 premiers matchs, ils sont en train de se rechercher. Et puis, et qui terminent très fort. Voilà, qui terminent très très fort. Ouais. On avait vu l'année passée avec le CRB, qui était pratiquement relégable à la venue de Amarani. Et il a réussi à redresser la barre. Et s'il y avait eu encore 3 ou 4 matchs supplémentaires, le CRB aurait pu terminer dans le groupe de tête. L'USMA qui chute à Biskra. Bon, l'USMA, moi je leur tire chapeau quand même aux joueurs, hein, que ce soit les joueurs, les dirigeants, le staff technique. Être dans leur situation, je crois que c'est une des situations les plus alarmantes au niveau de la D1. Hein. Il y a des joueurs qui n'ont pas été payés jusqu'à 17 mois sans salaire. Donc continuer à jouer avec la même envie. Bon, ce n'est pas toujours évident. Ils sont beaucoup plus motivés sur la Coupe d'Afrique. Bon, en championnat, ils essayent de se maintenir, mais j'espère qu'ils trouveront une solution quant à leur avenir. Et l'USMA, s'ils récupèrent éventuellement, parce que ce qu'on est en train de voir un peu dans les différents journaux sportifs et les émissions sportives, le cas du match Mouloudia-USMA doit être revu par la Ligue. Si jamais ils arrivent déjà, ne serait-ce qu'à récupérer 3 points qui ont été défalqués de leur décompte final, ils se retrouvent pratiquement dans les 6 premiers. On l'espère, parce qu'on a besoin d'une grande équipe, puisque l'USMA, rappelons-le, est engagé dans la Champions League africaine. Monsieur Youbi? Oui, pour ces 3 matchs, le premier match, JSK Saoura, c'est M. Arab, l'international arabe, qui a dirigé les débats.
il a dirigé les débats en main de maître. Pour le deuxième match, l'USM BACSC, c'est l'international également, Beko Elias, qui a dirigé les débats. Donc il n'y a pas eu de situation d'arbitrage. Il a très bien dirigé le match. Pour le troisième match, qui est le Najm de Megra et le Kaba, c'est un jeune arbitre qui a dirigé les débats. En l'occurrence, M. Bousseta, Sissi de Gourari, Asklou et Katerem Tiouri. Il y avait une expulsion du joueur Touami, c'est une expulsion méritée. Il a géré son match de bout en bout et il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis concernant cet arbitre qui émerge et qui confirme de match en match. Et nous lui souhaitons bon courage. Voilà, nous arrivons donc au résultat et au classement de cette 13e journée de Ligue 1. Voilà, donc nous arrivons à ce dossier dont on a parlé tout à l'heure, à savoir l'état d'avancement des travaux des stades qui sont en construction. D'abord, on va parler de ceux-là, puis on parlera de ceux qui vont être fermés pour réfection et rénovation. Alors, avant, si vous permettez, Madame Addi, on va écouter Monsieur le ministre, et puis on reviendra pour que vous puissiez nous parler de ça. On écoute Monsieur le ministre. Effectivement, les travaux ont, Dieu merci, redémarré d'une façon très satisfaisante, concernant les nouveaux stades bien sûr. Je peux citer celui d'Oran qui sera réceptionné, espérons-le, dans les délais prévus, à savoir le premier trimestre de l'année 2020, comme nous l'avions déjà annoncé. Il y a aussi le stade de Barraqi, dont les travaux sont très avancés. Également le stade de Tizi Ouzou qui est à un taux de réalisation de plus de 85%, malgré un problème administratif qui a été résolu après l'intervention de mon ami le ministre des Finances personnellement. Après une réunion des deux ministères, celui de la Jeunesse et des Sports et celui des Finances, avec l'entreprise en charge de la réalisation de cet ouvrage. Tous les problèmes ont trouvé une solution et nous espérons que le stade sera livré dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire au deuxième trimestre de l'année 2020. Sans oublier le stade de Douira qui sera livré en 2021. Cela nous fait 4 stades aux standards nationaux et tout le monde sait à quel point notre football a besoin de ce genre d'infrastructure. On peut être rassuré, Madame Addi, parce que c'est des stades que nous attendions depuis tellement longtemps. Ben oui, normalement on doit être rassuré parce que la stratégie du ministère de la Jeunesse et des Sports d'aujourd'hui, c'est l'achèvement de ces grands stades. Oui. Il y a des commissions interministérielles qui ont été créées juste pour le suivi de ces grands stades et pour pouvoir les mener justement à leur achèvement. Comme disait Monsieur le ministre, ces stades ont connu certains problèmes à leur démarrage, mais au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les 4 stades ont redémarré d'une façon très efficace, notamment le stade d'Oran qui sera livré normalement en juin 2020. Le stade, pour le complexe nautique et la salle omnisport de 6500 places, ils seront livrés vers la fin de 2020. Inch'Allah. Donc ça c'est pour le et en plus de à Oran justement il y a l'organisation des Jeux méditerranéens de 2021. Donc là il faudrait que ça soit prêt pour l'événement et normalement ils seront prêts pour l'événement. Le stade de Tizi Ouzou il a connu les derniers mois des problèmes administratifs comme tout le monde le sait. Et aussi une commission interministérielle qui regroupe le ministre des Finances, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le wali de Tizi Ouzou, pour pouvoir régler tous les problèmes administratifs liés à ce projet. Il ne reste pas beaucoup de travaux au niveau de ce stade. Il reste 6 mois de travaux. Donc dès que les problèmes administratifs
seront définitivement réglés, la relance du chantier prendra 6 mois. Donc il est prévu de livrer le stade de Tizi Ouzou vers la fin 2020, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour les stades qui vont être fermés pour rénovation, réfection. Alors pour les stades qui vont être fermés... Par le stade du 5 juillet. Alors le stade du 5 juillet, il a été fermé. On a profité justement de l'opération de la maintenance, de l'entretien de la maintenance de la pelouse, qui est une opération annuelle qui doit être faite chaque année pour l'entretien de la pelouse. Ils ont profité aussi pour la mise à niveau des vestiaires. Et aussi l'installation du contrôle d'accès. Très bien. Donc tout ça va être fait pendant cette période. On profite de la fermeture. On parle aussi de la billetterie électronique. Justement, c'est le contrôle d'accès. C'est le contrôle d'accès. Justement, il va être mis en place pendant cette période de fermeture. Et je vous informe aussi que le contrôle d'accès, il est déjà mis en place dans 2 autres stades, notamment Bord Bouhariri et Béjaïa. Et il y a aussi une enveloppe qui a été développée débloquée par le gouvernement pour 5 autres stades. Très bien. Débloqué pour justement, je corrige, 6 autres stades qui sont Ahmed Zabana d'Oran, Tchaker Ablida, Constantine, Annaba, Sétif et Sidi Bel Abbas. Donc j'ai une question à vous poser, madame. Oui, allez-y. Donc on a entendu dire qu'il n'y aura plus de gazon dans nos stades. Est-ce vrai? Il n'y aura plus de gazon. Gazon artificiel. Pas dans tous les stades, mais justement la politique du secteur, c'est de valoriser le gazon naturel. Oui. Voilà. Donc il y aura certains stades dont qui garderont le gazon. Non, normalement, on ira vers des stades complètement en gazon naturel. On le sait, le ministre justement le disait, le football pratiqué sur un gazon naturel est 30 fois meilleur. Meilleur, plus sécurisant pour les joueurs. Voilà, je voulais dire 30%. Voilà, donc à part ça, il y a un point aussi dont je voudrais parler, c'est l'homologation des stades pour les compétitions internationales. Oui, justement, qu'en est-il ? La semaine dernière, vers la fin de semaine dernière, il y a eu la visite d'un inspecteur de la CAF qui est passé pour l'homologation de 4 stades. Le stade de Rouiba, le stade du 20 août et le stade de Tizi Ouzou, donc 3 stades. Oui. Et on a profité de l'occasion de sa visite en Algérie, on lui a fait visiter justement aussi le stade de Douira. Donc là, il est reparti hier dans la journée. Le temps de faire son rapport, normalement dans les 48 heures, il y aura la confirmation justement de l'homologation. Normalement, il n'y a pas de raison, il était quand même assez satisfait. Eh ben, on l'espère pour nos clubs. Voilà, justement. C'est dans 4 jours quand même. Oui. Pour revenir au gazon naturel, il paraît qu'il y a eu une convention quand même avec le ministère de l'Agriculture pour encourager justement les gens, peut-être même le privé, à aller vers la culture justement de ce gazon naturel. Chose qui ne se faisait pas chez nous. Oui, justement, en marge d'une rencontre qui a été organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'évaluation et l'évaluation du secteur et des cadres du secteur. Donc, en marge de cette rencontre, une convention a été signée avec le ministère de l'Agriculture, justement pour la prise en charge des aires de jeu en gazon naturel. Très bien, alors on reviendra à vous, Madame Haddi, mais en attendant, on va d'abord voir ce qui s'est passé lors de la 13e journée de la Ligue 2. Jingle. Kawa, Monsieur Kawa, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette 13e journée et qui a retenu votre attention? C'est un peu la victoire de l'Alma à Arzeu, parce que c'est la seule victoire à l'extérieur.
Bon, les autres matchs se sont déroulés plus ou moins dans de bonnes conditions. Bon, il y a le match nul, il y a eu un seul match nul, c'est Boussaada avec l'Arba'a. Il y a aussi la victoire d'El Harrach face au Moubidjaya. Oui, tous les autres clubs, justement, tous les autres clubs Mais la défaite de l'Olympique de Médéa aussi. Hein. La défaite de l'Olympique de Médéa. Malgré cette défaite, garde la première place au classement. Voilà. Ils avaient 5 points de différence avec Tlemcen. Bon, maintenant, il y a un petit regroupement qui se fait. Mais tout de suite, hein, à chaque fois, on le répète, ça commence un peu à se décanter. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros écarts entre, si vous voulez, le 10e et le 16e. Mais là, dans le groupe de tête, on voit quand même les 4 équipes qui se dégagent, c'est Relizane, l'Arba'a, Tlemcen et Médéa. Très bien. Donc, alors, Bouchara Bouali a choisi de revenir sur cette 13e journée de Ligue 2 avec le récit de certains matchs résumés par elle. On regarde. Le déplacement de l'Olympique de Médéa à Oran a été fatal pour le leader de la Ligue 2 algérienne de football. Une défaite largement exploitée par son poursuivant direct, le Wydad de Tlemcen, qui réduit ainsi son retard à 3 unités. Alors que l'USM Harrach commence à reprendre espoir après avoir remporté son 2e succès de la saison, sans avoir quitté pour autant la 16e et dernière place lors de la 13e journée, peu prolifique en but, 11 au total. Tous les regards étaient donc braqués sur le stade de Habib Bouakel où le leader médéen ambitionnait de réaliser un bon résultat devant les Oranais en net regain de forme ces derniers temps. Un but inscrit dès le premier quart d'heure par Hitala à la 14e minute aura suffi pour les locaux, contraints par la suite de défendre bec et ongle, leur mince avantage qui vaudra son pesant d'or pour l'Asmo qui remonte ainsi à la 5e place avec un total de 20 points. Alors que le leader qui subissait sa 3e défaite de la saison pouvait se maintenir en tête du classement devant l'autre grand favori qu'est le Wydad de Tlemcen. Ce dernier, bénéficiant de l'avantage du terrain, n'a laissé aucune chance à l'USM Annaba, battu par 2-1, inscrit par Touil à la 16e minute et Ben Boulride à la 28e minute, qui ont permis aux locaux de mener 2-0 à la pause avant d'encaisser un but en toute fin de match par Hedef à la 88e minute. Une réalisation sans incidence sur la victoire finale, une victoire ô combien bénéfique qui permet aux Zianides de consolider leur place de dauphin et surtout prendre un écart de 4 points sur le duo RC L'Arba'a RC Relizane, classé conjointement à la 3e place du podium avec 21 points. Tlemcen qui réduit l'écart qu'il y avait justement avec le leader. Bah oui, il y avait 5 points de différence, aujourd'hui il n'y en a plus que 3. 3, oui. Donc, bon, mais ça c'est depuis le début de saison. Ça va être, comme je l'avais dit, pour le Mouloudia et le CRB en Division 1, ça va être un chassé-croisé pour la première place. Mais comme il y a 4 clubs qui accèdent en Division 1, moi je pense que ça va être, ce sont les 4 clubs qui sont actuellement en pole position pour l'accession. Maintenant, attendons, peut-être qu'il va y avoir, comme je vous l'ai dit, dans la phase retour, il y a beaucoup de clubs qui se reprennent et qui font des résultats positifs. Là, à un moment donné, on voyait un peu le Khroub qui était bien parti, bon, qui est toujours en course. Donc, c'est la même chose que pour la Nationale 1, la Division 1. Attendons un peu la fin des matchs aller. Il reste 2 matchs pour terminer la phase aller. Donc, on va avoir déjà un premier bilan sur la phase aller. Et on pourra éventuellement se projeter un peu comme pour la Nationale 1 sur la phase retour. Très bien, alors on va voir la suite des matchs, résumé toujours par Bouchara Bouali. Si le RC L'Arba'a a réussi à ramener un précieux point de son périlleux déplacement à Boussaada avec 1-0 partout, ce n'est pas le cas du RC Relizane, battu à Béjaïa par la JSMB 1-0. Cette dernière en mauvaise posture, 15e place avec 10 points, n'avait pas le droit à l'erreur. Une petite victoire signée Zenasni à la 44e minute lui donne l'espoir de fructifier son capital point lors de son match retard devant son voisin Béjaoui, le MOB. La JSM Skikda a frappé ce mercredi un double coup, battre la Srelouk 2-1 et rester dans une excellente position d'attente. Menée dès la 3e minute, les Skikdi ont renversé la vapeur en seconde période grâce à un doublé de Zewesh à la 72e et 79e minute pour s'installer à une confortable 6e place avec 19 points en attendant mieux. Le MC Saïda a finalement gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Sa victime du jour n'était autre que le DRB Tajnant qui alterne depuis l'entame de la saison le bon et le moins bon. Son classement actuel, 10e avec 16 points, ne plaide pas en sa faveur car ne comptant plus que 2 unités d'avance sur le 14e, en l'occurrence Amel Boussaada. Enfin, au stade du 1er novembre d'Al Mohammedia, les hommes de Slimani étaient dans l'obligation de réagir et de mettre fin à une longue série de matchs sans victoire. Les Harrachi réussiront à ouvrir la marque sur une action anodine, une mésentente entre le gardien Ben Sherif et Gendouzi. Ce dernier en voulant remettre le ballon à son gardien mais le cuire au fond des filets. Une victoire qui permet à l'USM Al Harrach de garder l'espoir de rester en Ligue 2.
Voilà, les Béjaouis qui apparemment réussissent bien à l'USM El Harrach, puisque la première victoire de l'USMH, c'était, je crois, face à la JSMB. Oui, ben c'est leur deuxième victoire. Oui, depuis le début et face de saison. au Mob de Béjaouis. Il est temps pour le Harrach de se réveiller. Hein. Oui. Moi, c'est un club qui, normalement, devait être depuis... L'arrivée de Slimani, vous pensez qu'elle y est pour quelque chose? Moi, je ne crois pas tellement au déclic. Hein. Dans les clubs, on dit, bon, il y a un nouvel entraîneur, ça va être le déclic. Bon, chaque entraîneur a sa manière de travailler. Il y a des entraîneurs qui arrivent, qui réussissent à faire rebondir leur équipe tout de suite. Il y en a quelques-uns qui traînent un peu. Mais là, depuis sa venue, c'est le premier match qu'il gagne. Hein. Oui. Donc, non, c'est le deuxième match, hein, puisqu'il avait gagné le premier match. Ils avaient fait une série de défaites et de nuls. Bon, maintenant, j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée, parce que le Harrach ne mérite pas d'être... non seulement d'être en D2, mais en plus, si jamais ils continuent comme ça, ils peuvent se retrouver en régional, et ça serait malheureux. Malheureusement, c'est ce qu'on disait à Mme Addi tout à l'heure, le NAT est une grande école, Harrach aussi. Donc c'est vraiment malheureux de voir deux grandes écoles de football souffrir autant. Le Harrach a eu de très très grands joueurs, hein. Il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a de cela quelques années, hein, lorsque surtout... Sharaf était à la tête justement de l'USM El Harrach. On voyait du très 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 beau football pratiqué par l'équipe de Harrach. Sarah, toi qui aimes tant le beau football. Al Harrach, quand Sharaf était là, il avait découvert un talent qui est actuellement au niveau de l'équipe nationale, c'est Bounedjah, qui venait d'un petit patelin de l'Ouest et qui s'est retrouvé, voilà où il est aujourd'hui. Donc, pour revenir un peu à Al Harrach, j'espère qu'ils vont pouvoir sortir de ça. Mais eux aussi ont des problèmes financiers énormes. Comme tous les clubs. Comme tout le reste des clubs. Hein. Très bien. Monsieur Youbi, très rapidement, s'il y a des trucs à relever. Les matchs de la Ligue de cette 13e journée se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les arbitres ont bien géré leur rencontre, à l'exception d'une seule rencontre. Et le seul fait marquant, cette 13e journée, c'est un peu la mauvaise organisation dans un match à l'est du pays. C'est l'ASMO et l'OM. Bon, c'est un arbitrage de M. Hansal Azrin et Bourouba. Bon, il parle d'un penalty. Mais moi, je m'excuse, M. Halib, parce que je n'ai pas préparé le penalty. Ce n'est pas arrivé à l'heure, c'est un peu en retard, donc je m'excuse pour cette fois-ci. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Il y a également, bon, j'ai parlé d'un penalty, c'est une faute de main à l'intérieur de la surface de réparation. Donc, dans l'ensemble, l'arbitre a su comment gérer les débats, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Très bien, merci M. Youbi. On arrive donc au classement et aux résultats de cette 13e journée de Ligue 2. Voilà, donc on arrive au foot féminin avec notre amie et collègue Sarah Derbel. Sarah. Alors, pour cette 7e journée du championnat féminin, donc on a le CF Akbou qui a réalisé un résultat positif face à la Ergelma. Bon, c'est une victoire de 2-0 qui a permis à cette équipe du CF Akbou de s'emparer de la première place du classement. Donc, et de prendre la place de la Sûreté nationale qui a gardé cette place pendant les 6 dernières journées. Et on a aussi la défaite de l'ancien leader, voilà, la SSN, voilà, face à une bonne équipe d'Alger Centre. Donc, c'était le match à l'affiche, quoi. C'était le derby algérois, on va dire. C'était le derby féminin algérois. Donc, c'était un très beau match. Oui, j'ai suivi ce match, donc je vous laisse aussi regarder ces images et ce sujet préparé. Voilà. Adjoint de Amr Mohamed et l'autre entraîneur des gardiennes d'Alger Centre. Un match qui s'est déroulé en présence de l'entraîneur national et où les filles d'Alger Centre ont battu l'équipe de la Sûreté nationale sur le score de 2-1. La première mi-temps a été dominée par l'ASE Alger Centre qui avait plus de volonté pour ouvrir le score. Une volonté récompensée par un joli but de Hammour Amina sur coup franc direct à la 10e minute de jeu. Les deux formations ont eu droit à plusieurs balles arrêtées durant cette première période. En seconde mi-temps, les protégés de Amr Mohamed ont essayé de leur côté à créer quelques occasions et ont obtenu un penalty à la 75e minute de jeu qui a été inscrit par Hadjan Kenza.
Les camarades de Yahi ont continué à créer des occasions et ont fini par inscrire le but de la victoire grâce à la jeune Ournani Khouloud qui a repris de la tête un coup franc de Ekli. Un derby algérois remporté par l'ASE Alger Centre sur le score de 2-1. C'était pas un match facile. كنتوا تشوفوا باللي الماتش هذا تلعب على دي كريتير فريمون صغار. On a essayé de tout faire. الحمد لله نشكر اللاعبات على المجهود تاعهم اللي كان داخل في تيران. مام جو فيليسيت ليكيب ادفيرس على المردود تاعهم ثاني داخل في تيران. سيتي ماتش فريمون ديفيسيل. واش نقولوا لو ديربي غاست ان ديربي. الحمد لله كان لينا والحمد لله. شغل في الايديسات كي تماركي شغل نورمال بصح في السينيور ماتش كيما هذا شغل بليزير سورتو في هذا اللاج. Bon, je dirais, je suis très surpris par le résultat d'aujourd'hui parce qu'on a travaillé vraiment très dur pendant tout le mésocycle. Bon, c'est ça le football. On a encaissé en première mi-temps par une balle arrêtée. Deuxième but aussi sur une balle arrêtée. Depuis 3 ans que je suis en train d'entraîner cette équipe de l'Assassin, c'est ma première défaite. Et je dirais félicitations à l'équipe Alger Centre. Il y avait plus d'envie de la part de Alger Centre. Je pense que cette défaite est méritée. Et le score, c'est un score, on va dire, logique. Il y avait plus d'envie de la part de Alger Centre et sportivement, félicitations à toute l'équipe Alger Centre et bonne continuation pour la suite du parcours. La première défaite pour la Sûreté Nationale qui a perdu la place de leader et s'installe à la 2e place avec 16 points en compagnie de l'ASE Alger Centre. Donc voilà, on a vu Amer Mohamed très surpris de cette défaite, sa première défaite pendant 3 ans. Donc on a aussi vu la jeune Ournani Khouloud qui a seulement 17 ans et qui a inscrit le 2e but. Donc cette joueuse évolue en U17 et en U20 et en senior. Et aussi elle fait partie de l'équipe nationale. Hein. D'accord. Donc elle a inscrit un très joli but. Donc je voudrais bien vous demander encore une fois, Monsieur Kawa, bon, c'est la 5e journée que vous suivez le foot féminin. Bon, on a vu une très belle affiche. Donc, qu'est-ce que vous pensez du niveau de jeu de ces filles voilà. C'est un jeu acceptable puisque ce sont pratiquement les 2 meilleures équipes du championnat. Bon, maintenant, c'est vrai que Akbou est en tête, mais la Sûreté Nationale et Alger Centre sont pratiquement les meilleures équipes. Même Alger Centre, si on revoit un peu tous les palmarès qui ont été grignotés par cette équipe, ainsi que celle de la police, je crois que c'est eux qui ont le plus de championnats et de coupes. Maintenant, moi, ce qui est quand même, quand je vois un peu les résultats du championnat féminin, on voit des 6-0, des 5-0. La dernière fois, c'était 9, 16-0. 16-0. Oui. Donc, ce sont des scores. Ça veut dire qu'il y a une différence énorme entre certaines équipes. Il y a des équipes qui doivent être très bien structurées, qui ont de bonnes joueuses, et il y en a d'autres qui débutent peut-être dans ce. Bon, heureusement que dans ce championnat, il n'y a pas de relégation. C'est bien ça. Non, cette année, ils ont remis. D'accord. Ouais. Donc ça va être très difficile pour des équipes quand on voit qu'après 7 matchs, Akbou ont 19 points et il y a des équipes qui sont encore à 0 points. On voit tout de suite la différence entre les clubs. L'objectif, c'est le maintien. Oui. Donc ils veulent seulement rester dans cette première division. Mais là, quand après 9 matchs, on n'a pas un seul point, ça va être très difficile pour ces clubs-là. Ça a un problème de moyens, non? Oui, c'est surtout un problème de moyens. C'est surtout un problème de moyens. D'ailleurs, je voudrais bien demander à Madame Adi. Donc, est-ce que vous accordez de l'importance au sport féminin? Oui, justement, pour le ministère, le sport féminin, il bénéficie du même avantage que le sport masculin. Donc, il est régi aussi par la loi 1305. Au même niveau que les autres sports. D'accord. Et par rapport au foot féminin, donc par exemple, ce dernier match a été disputé dans un stade où il n'y avait même pas de tribune. Donc je voulais vraiment insister sur ça, parce qu'il n'y avait même pas de tribune. Donc est-ce que vous accordez de l'importance à ça? Après, moi personnellement. Oui, mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que normalement, ça doit être les mêmes conditions. Après, maintenant, je ne sais pas, moi personnellement. Je peux juste en parler. Il y a peut-être un problème de programmation également. Parce que si les filles jouent en même temps que les différents championnats régionaux de wilaya et tout, il y a des terrains qui sont peut-être occupés par ces. Mais ils jouent toujours, ils sont souvent à 11h. Voilà, donc ça va être un peu difficile pour eux. Oui, donc une dernière question seulement pour M. Youbi. L'arbitrage féminin,
Donc, une petite idée sur l'arbitrage féminin? Oui, mais bien sûr, nous avons des arbitres féminins. Pour cette compétition, c'est tantôt des arbitres féminins, tantôt des arbitres masculins qui sont désignés pour animer, pour diriger ces rencontres. Justement, madame, vous me pendez la perche pour enchaîner de l'arbitrage féminin. Nous avons un arbitre ou bien une arbitre féminin qui est internationale, en l'occurrence mademoiselle Lamia Athman. Elle est retenue dernièrement par la FIFA pour le mondial universitaire féminin qui se déroule actuellement en Chine. Elle a déjà arbitré le match d'ouverture en main de maître, donc l'arbitrage féminin en Algérie, donc de plus en plus il se développe. Et d'ailleurs, toutes les compétitions, tous les matchs joués, c'est des arbitres intelligents, des arbitres gradés qui sont désignés pour animer les débats de ces rencontres féminines. Ouais. Donc voilà Halim, on continue avec le reste des résultats et le classement de cette 7e journée. Donc voilà Halim, on va juste continuer avec un tout petit truc. Donc on a rencontré l'entraîneur national féminin. Donc on va l'écouter, on va voir ce qu'il dit à propos du foot féminin algérien. Voilà. Algérien, déjà, il a participé à 5 Coupes d'Afrique quand même, il faut le dire, au niveau des seniors. Et puis actuellement, je suis en train de faire la prospection avec le staff, avec tout le staff. Donc j'ai déjà vu une idée, j'ai un petit constat à faire, c'est que, comme je l'ai déjà dit au niveau des seniors, c'est comme quand même il y a des filles qui ont joué 3 à 5 Coupes d'Afrique. Donc je pense qu'il y a un vide entre les 20 et 30 ans. Donc, mais j'ai vu la semaine dernière des équipes de U17, U20 où ça m'a réconforté un petit peu, où j'ai vu quand même qu'il y a de la patte. Donc voilà, on a vu le sélectionneur national, et ben on espère qu'il va bien entamer cette sélection. Donc voilà, c'est fini pour le foot féminin, Halim. Vous suivrez ça de très près, Sarah Derbel, je compte sur vous. Voilà, avant de terminer cette émission, moi je voulais revenir sur l'un des chantiers justement du ministère de la Jeunesse et des Sports, à savoir celui de la réhabilitation de certains stades avant le CHAN 2022. Ben justement, le ministère a dressé un plan triennal sur 3 ans pour la réhabilitation de 5 stades, dans celui de Annaba, 1956, qui n'a jamais été réhabilité depuis son ouverture en 88. Il a été réalisé justement pour la Coupe d'Afrique qui a été organisée en Algérie. Aussi, deuxièmement, le stade de Constantine, le stade Hamlaoui aussi qui sera réhabilité. Blida Tchaker aussi, il est concerné par le CHAN 2022 et Ahmed Zabana d'Oran. Donc ces 5 stades vont voir leur réhabilitation pendant ces 3 ans. Très bien. Vous êtes conscient au ministère de la Jeunesse et des Sports qu'on est désormais champion d'Afrique de football et donc nous devons avoir des stades à la hauteur de notre équipe nationale? Eh bien, justement, c'est pour ça que, en ce moment, c'est la politique du secteur au jour d'aujourd'hui, c'est justement l'achèvement de ces stades et la mise à niveau, la réhabilitation de tous les stades. Là, justement, on commence par ces 5 stades parce qu'ils sont concernés par l'organisation du CHAN 2022. Mais je tiens à vous dire qu'on a plus de 20 stades qui ont une capacité d'accueil de plus de 20 000 places. Donc un planning sera organisé de façon à ce que de les mettre à niveau et les
réhabiliter au fur et à mesure. Donc, on voudrait avoir justement le maximum de stades qui seront aux normes et prêts à accueillir voilà, tous les... Ouais, là, on me dit que c'est pratiquement la fin de l'émission, mais moi j'insiste, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert cette petite parenthèse pour parler des stades et des infrastructures, parce que c'est important pour nous. Je voulais juste savoir, souvent, l'État construit de très belles infrastructures, mais leur gestion reste quand même catastrophique. Est-ce que vous pensez aussi revoir cette politique de gestion de ces infrastructures? Justement, au ministère, il y a une réflexion qui est en train de se faire sur les modalités de gestion de ces infrastructures, notamment lors de la réception de ces grands stades, les modalités de gestion de ces grands stades. Au jour d'aujourd'hui, les modalités de gestion on peut dire qu'ils sont désuets. Donc, il faudrait revoir le mode de gestion. Et au ministère, c'est vraiment un dossier qui est vraiment à jour et très important au jour d'aujourd'hui. Donc, avec carrément un bureau d'experts qui prennent en charge cette problématique. Très bien. Alors, Madame Haddi, vous nous disiez que c'était la première fois que vous passiez à la télé. J'espère que ça s'est bien passé. Oui, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous remercie. Vous m'avez vraiment mis à l'aise. Et voilà, donc j'ai eu un baptême avec une bonne équipe et je tiens à la remercier. On vous a mis à l'aise cette fois-ci, mais vous reviendrez pour nous parler de l'état d'avancement de ces stades et des promesses justement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et là, on sera un peu plus critique. Ça sera une promesse parce qu'on est en train de les suivre vraiment de très près en ce moment parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Très bien, merci beaucoup Madame. Merci à vous. Merci à Abdenour Kawa, merci à Mohamed Youbi d'avoir justement accepté notre invitation et d'être venu ce soir nous parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Sarah, ça s'est bien passé, hein? Oui, très bien. Le foot féminin? Très bien. Oui. Très bien. Petit à petit, ça va venir. Merci. Voilà, merci à toi, Sarah. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du Studio 2. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, gardez la pêche. Salam.